blanche, les nouveaux bien sûr c'est pour la première fois. Je commence toujours cette module, puisque je l'enseigne aussi à l'université, par cette planche qui a été publiée en 2005 par le National Institute of Health, l'Institut des National Institute, donc des instituts de santé aux États-Unis, et ils ont mis comme titre How will we face new threats? Comment nous allons faire face aux nouvelles menaces. Pour cette très grande organisation américaine, qui pratiquement subventionne tous les projets de biologie et de médecine au monde, et surtout aux États-Unis, avec un budget de 27 milliards de dollars par an, cette organisation a mis les éléments suivants. Pour elle, sur le plan infectieux, pour qu'on soit clair, les menaces sur le plan infectieux se situent à ce niveau-là. Je ne suis pas très adepte du micro. Donc, il s'agit de maladies dites réémergentes, des maladies dites émergentes et du bioterrorisme. Donc, trois aspects. Les maladies dites réémergentes, c'est des maladies qui ont existé des siècles passés, qui ont fait des ravages et qu'on croyait révolues. Parmi ces maladies, la grippe saisonnière. La grippe saisonnière a toujours existé, depuis que le virus de la grippe existe, et en 1918, la grippe saisonnière, elle seule, et je ne parle pas ni de la grippe aviaire, ni de porcine, la grippe normale, a fait autour du monde 20 millions de morts en quelques années. Ce que vous voyez ici, c'est des hangars qui étaient transformés en hôpitaux parce qu'il n'y avait plus de place pour mettre les patients. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le virus de la grippe, et particulièrement la plupart de tous ces virus, y compris le virus de la VRS qui touche les bébés, c'est des virus à ARN. Et les virus à ARN, quand ils rentrent dans la cellule, ils sont obligés de se reconvertir avec une enzyme en ADN, et au moment de cette reconversion, ils risquent de muter. Et cette mutation risque de laisser passer ou apparaître un nouveau virus qui va quitter l'organisme nouveau. Donc, le virus qui sort a quelques antigènes de surface qui ressemblent à celui qui est rentré, nous avons un système immunitaire et nous avons une immunité. Si le virus qui quitte la cellule a complètement changé, ça va nous donner ce cas de figure. N'oublions pas le contexte. 1918, la guerre mondiale, l'Europe était pratiquement écrasée, l'Afrique était colonisée, l'Asie était pratiquement aussi entre guerre et maladie. Le monde était pratiquement immobile, c'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents à l'époque, à peine s'ils se déplaçaient d'un village à un autre. Et ça a fait 20 millions de morts. Extrapolons maintenant cette réalité où les gens peuvent, et le cas est édifiant, notre président était hier à Tokyo et aujourd'hui il est à Alger. Imaginez que de tels virus, s'il allait se propager avec le monde qui est devenu un grand village, qu'est-ce qu'il ferait un virus pareil? Ce serait des centaines de millions de morts. Donc, les maladies réémergentes, c'est des maladies qui ont existé, et une autre pathologie que vous connaissez très bien, c'est la tuberculose. La tuberculose, on croyait qu'elle était partie avec la colonisation, ou bien par l'Europe avec les années, les siècles 17e siècle, 16e siècle, mais malheureusement la tuberculose est revenue. Elle est revenue non pas parce que les gens sont sales ou bien des conditions d'hygiène, mais parce que justement notre mode de vie a changé, particulièrement ce qu'on appelle l'antibiorésistance. Donc ces maladies réémergentes qu'on croyait avoir vaincues reviennent et reviennent de manière très forte. Les maladies émergentes que on n'avait ni contact avec ces maladies, ni bien sûr notre système immunitaire, la grippe aviaire. Vous avez tous vécu 2007, je crois, c'est ça, c'était 2006-2007, la grippe aviaire qui est apparue, et bien sûr il y avait aussi la maladie qui est dite le SRAS,
ça s'appelle en anglais, en français, le SARS en anglais, et en français, ça s'appelle le SRAS, ça veut dire le syndrome respiratoire sévère aigu. Ce virus, qui est apparu en Chine, parce que, bon, les Chinois, de par leur nature, mangent même les rongeurs, est passé d'un rongeur à l'homme, et là, la pandémie, c'est-à-dire il a traversé la barrière de l'espace, il est devenu infectieux pour l'homme, et je me souviens à l'époque, j'étais au Canada, et on avait réellement une peur, parce que toute la partie du Canada, une grande partie, ainsi que les États-Unis, était menacée, et on était désarmés sur le plan immunitaire. On n'avait aucune protection. Ces maladies émergentes qui viennent de temps en temps nous rappeler la vulnérabilité de l'être humain, et bien sûr que nous allons faire face à ce genre nouveau de pathogènes. Dernière planche, c'est celle-là, ce que vous voyez ici, cette enveloppe qui paraît tout à fait innocente, puisque si vous lisez à gauche, 4th grade, Glendale School, Franklin, New Jersey. C'est une enveloppe, c'est une lettre qui a été envoyée au sénateur Dashley, qui était le président du Sénat pendant la période de Bush, et elle a été supposée, bien sûr, envoyée par un élève de la 4e année primaire qui habite au New Jersey, et pour lui dire quelque chose, vous savez, avec les politiciens, en Europe et aux États-Unis, les enfants communiquent, on n'a pas de chauffage, ou on n'a pas de bons enseignants, ou bien que... La secrétaire du sénateur a ouvert cette enveloppe, et voilà qu'une poudre blanche se dégage. Cette poudre blanche contenait les bacilles de l'anthrax. Bacillus anthracis, le bioterrorisme. Donc, une fois la poudre a été aspirée par la ventilation, ils étaient obligés de fermer le Sénat, une histoire unique dans l'histoire américaine, où le Sénat était fermé parce que la poudre blanche contenait ce qu'on appelle la maladie du charbon, la bactérie qui provoque la maladie du charbon. Vous en connaissez les médecins et les vétérinaires aussi, parce qu'elle touche même les animaux. Donc, Bacillus anthracis. Voilà les nouvelles menaces, et comme vous voyez, ça parle particulièrement d'agents infectieux, ça parle de virus, mais aussi de bactéries. Et juste pour vous donner une idée de ce qu'elle a fait la maladie de la grippe d'Espagne, 1918, si vous voyez ici ce qui est entrée continue, donc entrée continue c'est 1918, et entrée discontinue c'est de 1911 à 1917, c'est-à-dire juste avant la maladie. Voilà life expectancy, c'est-à-dire, non, ça c'est la mortalité, pardon. Donc la mortalité infantile était très élevée, sans la grippe. Après 1 an, 4 ans, ça se stabilise. Donc les bébés, une fois passé la barrière de 1 an à 2 ans, ça se stabilise. Et après, la mortalité commençait, c'est normal, le contexte de l'époque, la mortalité était enclenchée à partir de 50 ans, 60 ans, et rares ceux qui éteignaient les 70 ans. Remarquez la grippe d'Espagne, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc, la même courbe, arrivée à la tranche d'âge 14 ans, 30 ans, une mortalité très très élevée. Donc, et c'est exactement, elle ressemble exactement à ce qu'a fait la grippe aviaire. C'était des jeunes gens de 18 ans, 25 ans qui mouraient. C'était ni les bébés, ni les personnes âgées. Et la conséquence sur l'espérance de vie, remarquez, avant 1918, la courbe, elle vacillait, c'est normal, c'était des périodes dures, ça c'est aux États-Unis, hein. Et remarquez, elle a chuté, où la moyenne d'âge, ou la life expectancy, c'est-à-dire les gens qui vivaient le plus, étaient déjà à l'âge de 35 ans, 40 ans. Donc cette tranche d'âge était pratiquement disséminée, et après la grippe d'Espagne, ça a repris l'espérance de vie jusqu'à 1960, où ça a repris. Donc elle a pratiquement dissimulé toute une tranche de la population pendant 4 ans. Et ça, cette grippe, tout le monde, c'est un peu comme The Big One aux États-Unis, en Californie, tout le monde attend le grand séisme en Californie, et chaque épidémiologiste attend à ce qu'il y aura une autre
grippe d'Espagne, mais bien sûr dont les conséquences seraient plus désastreuses, vu que le monde, comme j'ai dit tout à l'heure, est très petit. Alors, certains détails, bien sûr, je vais en passer parce que c'est pas. Alors, nous allons donc, comme j'ai dit tout à l'heure, parler de l'introduction du système immunitaire, l'immunité innée, acquise, et j'espère, Inch'Allah, qu'on pourra terminer toute la partie de l'immunité et des déficits immunitaires. Alors, c'est quoi le système immunitaire et pourquoi on l'appelle système? L'immunité est définie comme une résistance aux maladies et spécifiquement les maladies infectieuses. Donc, nous sommes dotés, nous venons au monde avec un certain avec des mécanismes de défense, et ces mécanismes nous permettent de résister, et particulièrement aux agents infectieux. L'ensemble des molécules, cellules et tissus qui participent à la résistance aux infections constituent le système immunitaire. Est-ce que si je parle comme ça, vous arrivez à m'entendre? Oui. C'est tiré de dire. Il n'y a pas cet attachement. Donc, l'ensemble des molécules, cellules et tissus qui participent à la résistance aux infections constituent le système immunitaire. On l'appelle système parce qu'il est comme un arbre. Racines, tronc, branches et feuilles. Et aucun élément ne peut vivre sans l'autre. Vous coupez la racine, l'arbre va mourir, vous coupez le tronc, idem. Donc c'est pratiquement un embranchement et un ensemble d'éléments qui interviennent, mais à une seule condition. Pour qu'il y ait réponse immunitaire, il faut qu'il y ait coordination. Les réactions coordonnées de ces éléments contre les agents infectieux est appelée, ou la réaction, la réponse immunitaire. Alors, s'il y a une personne qui tombe malade plus souvent qu'une autre, je parle bien sûr d'une infection, c'est qu'il y a une mauvaise coordination. Hein, ça ne veut pas dire que nous n'avons pas une cellule ou une autre, mais il n'y a pas assez de coordination en temps réel. Quand on enseigne, on est obligé de dénombrer ces éléments, mais en fait, compte, c'est juste pour un but didactique. Parce que dans la réalité, le système immunitaire se réveille comme un ensemble en 3D. X, Y, Z. Il n'y a pas un élément, une cellule qui va se réveiller, et après, une autre qui va reprendre. Alors, l'immunologie, c'est l'étude de ce système et sa réponse aux agents pathogènes. Et qu'est-ce qu'il fait ce système finalement? Sa fonction physiologique est de prévenir l'infection et, en cas d'échec de prévention, éradiquer l'infection établie. Donc, nous avons deux processus. Un processus dans notre corps qui évite à ce que les agents rentrent dans l'organisme. Ça, c'est la prévention. Et une fois ces agents sont dans l'organisme, c'est-à-dire, ça y est, l'organisme ne peut pratiquement rien faire, du moins la barrière, il va falloir éradiquer. Donc, coordination, ça c'est un élément fondamental entre tous les éléments du système immunitaire, et après, la prévention et l'éradication. Alors, ce système, il met, comme j'ai dit tout à l'heure, deux processus, une immunité non spécifique et une immunité spécifique. Alors, c'est quoi l'immunité non spécifique et quels sont ces éléments? L'immunité non spécifique, elle est représentée par un ensemble de soldats, qu'on va appeler bien sûr cellules, qui ont une caractéristique majeure. Cette caractéristique majeure se résume ou deux caractéristiques, pardon, dans l'action immédiate. C'est des soldats d'intervention rapide qui interviennent en temps réel, pratiquement dans les 10 à 15 minutes qui suivent l'introduction de l'agent. Et deux, ils font de la phagocytose. Donc, deux éléments. Un, c'est agir le plus vite possible, et deux, phagocyter. Autrement dit, on va leur donner un peu c'est un peu les éboueurs de l'organisme. Chaque fois qu'un agent rentre, qu'il soit virus, bactérie, parasite, grain de pollen, particules de poussière, particules de mazout, l'essentiel, tout ce qui est corps étranger, il est pris en charge
par un processus très simple, avalé, et surtout rapide. Ça, ces éléments font un travail extraordinaire quand on est debout, quand on est assis, quand on mange, quand on dort et quand on joue. C'est extraordinaire. C'est les soldats qui nous surveillent H24 avec une intervention extraordinaire. L'immunité spécifique, elle se développe en quelques jours, donc c'est l'opposé, elle n'est pas immédiate, et elle dépend de la réaction ou de la reconnaissance spécifique. Là, c'est différent. De la substance étrangère, prélude à sa destruction, et elle a un avantage, elle garde le souvenir de la mémoire. Donc si on met les deux éléments sur, comment dirais-je, une balance, l'immunité non spécifique immédiate, marquée par la phagocytose, l'immunité spécifique lente, elle reconnaît spécifiquement les éléments et elle a un avantage, c'est qu'elle a la mémoire. Alors, est-ce que les deux soldats, ces deux grands régiments de l'immunité, est-ce qu'ils communiquent? Oui, effectivement. Chez les vertébrés, l'immunité non spécifique et spécifique sont étroitement intriquées, c'est-à-dire qu'il y a une extraordinaire communication. Et d'ailleurs, l'immunologie, si vous allez me poser la question, l'immunologie ou la réaction immunitaire est basée sur cette phrase, étroitement intriquée. S'il n'y a pas de communication entre ceux de la réponse immunitaire non spécifique et spécifique, il n'y aura jamais de réponse immunitaire, et on va le voir tout de suite. Alors, voici, vous savez que maintenant, avec le monde où on se sent un peu à l'aise, on remet en cause plusieurs choses. Et l'une des choses qui est remise en cause, c'est la vaccination. Il y a maintenant en Europe des gens qui ne veulent plus vacciner leurs enfants, il y a des gens qui ont associé certaines pathologies à certains vaccins, mais bien sûr, alors si on se met dans le contexte du siècle passé, cette question ne se posait jamais. Les enfants mouraient par centaines, la polio faisait des ravages, la diphtérie, ainsi de suite. Et maintenant, on a ce luxe de se poser la question, est-ce qu'on vaccine ou non? Aux États-Unis, il y a des gens qui ont complètement pris d'assaut des immunologistes en leur disant, donnez-nous la garantie que la vaccination n'est pas associée à l'autisme. Et c'est vrai que c'est connu que le BCG a été, dans certains cas, associé à l'autisme chez les garçons. Bien sûr, cet immunologiste ou ce médecin, lui, a répondu, je ne peux pas vous donner, étant donné que la vaccination reste un acte qui porte 1% de risque. Ce 1%, il peut reproduire la maladie. Mais, remarquez ce que la vaccination a fait dans le monde. La diphtérie, 1921, 200 000 cas observés, l'an 2000, 2 cas, ou 2% de la population. C'est extraordinaire. La rougeole, 900 000 cas, 63 cas l'an 2000, réduction de 99,99. Mumps, les oreillons, 150 315, 99%. La coqueluche, 265 000, 6 000 ou 7 000 cas, une réduction. Et remarquez le chiffre le plus beau, 21 000, 0. La polio. Ma génération, on avait dans un quartier, chacun avait un enfant qui était malheureusement atteint de la polio. Maintenant, on n'a pas ça. Et alors, est-ce qu'on va remettre en cause la vaccination parce qu'on a ce luxe maintenant de se poser peut-être qu'elle est associée, ou bien sûr, la vaccination est l'acte médical le moins coûteux au monde avec les résultats les plus sûrs. Ça reste. Ni les antibiotiques ne peuvent remplacer. Aucun acte ne peut remplacer sur le plan coût et assurance la vaccination. On pourra bien sûr discuter, peut-être que la vaccination a quelques effets secondaires, mais l'année passée, en France, on n'a pas voulu vacciner contre la rougeole, et la rougeole a tué des adultes en France. Parce que
Les enfants qui n'ont pas été vaccinés ont été porteurs, contaminé les élèves sont rentrés chez eux, les parents ont été touchés, système immunitaire fragilisé, les parents sont morts. Donc, à chaque geste, il y a un coût, et à chaque coup, il y a un risque. Eh bien, si on ne veut pas vacciner, il faut assumer. La rubéole, tétanos, et il y a malheureusement ce que j'appelle parfois les maladies des pauvres. L'hépatite n'est pas la maladie des pauvres, mais certaines maladies comme comment dirais-je, malaria et le paludisme. C'est une maladie pratiquement purement africaine et qui malheureusement on n'a pas encore trouvé. Et vous avez vu ce qui s'est passé cette année à la porte du sud, hein, la porte du nord, Ghardaya, même Aqsa al-Bukhari, il y avait malheureusement des gens qui étaient atteints de malaria et de paludisme. Donc, la vaccination, c'est un produit ou le vaccin qui coûte cher pour être élaboré. Une fois élaboré, il devient pratiquement, son coût est réduit, mais malheureusement, certaines pathologies n'ont pas la même considération que d'autres. Alors, pour vous donner une idée sur la complexité du système immunitaire, je vous présente cette planche qui a été publiée par la prestigieuse revue Nature Reviews of Immunology. Donc, dans cette revue, ou dans cette planche, on a essayé un peu d'expliquer l'interaction du système immunitaire avec l'environnement. Vous êtes la plupart ici des médecins et vous avez été confrontés à cette question. Mes parents sont atteints d'une telle pathologie, est-ce que je l'aurai? On est tous, on regarde tous un peu en arrière. Diabète, hypertension, maladie du système immunitaire, psoriasis. Est-ce que j'aurai cette pathologie? Et pour expliquer, justement, pour répondre à cette question dans le sens immunitaire, voici comment on a illustré, ne serait-ce que sur le plan allergique. L'asthme, les allergies, donc tout ce qui est hypersensibilité, l'asthme, l'eczéma et les rhinites. Alors, statistiquement parlant, sachant que la biologie n'est pas une science exacte, il y a toujours, bien sûr, une probabilité, statistiquement parlant, on a remarqué que les gens qui ne souffrent pas d'hypersensibilité, qui ne développent pas beaucoup de réactions allergiques, ont plus la prédisposition de développer ou la prédisposition d'avoir dans leur système immunitaire des cellules de type TH1. Et les gens hypersensibles, qui ont un excès de réaction, ont dans leur système immunitaire plus de cellules TH. Les cellules TH font partie des cellules T. Vous savez que les cellules T, ça se divise en deux, les T8 et les T4. Les T4, on les appelle T4 ou CD4 ou TH, T-helper, les cellules auxiliaires. Et les T-helpers se divisent en trois types en réalité, mais ici on aura deux, les TH1, T-helper 1, et les TH2, T-helper 2. Alors pourquoi ces gens-là, hypersensibles, ont plus de cellules TH2 ou la prédisposition de développer des cellules TH2? Quand ils sont remontés dans l'histoire de ces gens-là, ils ont remarqué les éléments suivants. Que les gens qui ont plus de TH1 et par conséquence ne développent pas d'allergie à tout et à n'importe quoi, donc ils sont peu hypersensibles, c'est des gens qui sont issus de familles nombreuses. Comme je le dis à mes étudiants, on a tous été à l'école une fois, donc au primaire, et l'enseignante, je ne sais pas d'ailleurs pour quelle raison, pose certaines questions un peu discrètes. Type, qu'est-ce qu'il fait votre père? Bon, certains répondent PDG, l'autre docteur, l'autre il dit, voilà, il travaille au marché, l'autre, bon. Certains sont à l'aise, d'autres le sont moins. La deuxième question, qui n'a aucune relation avec l'éducation, combien vous êtes?
Alors celui qui a dit que mon père PDG, généralement il dit qu'on nous sommes deux. Le médecin, nous sommes 3, 2. Et l'ouvrier, 8, 7. Il a même parfois honte de dire ce chiffre. Alors bon. Eh bien, pour une fois, celui qui est issu d'une famille nombreuse, l'immunologie lui a donné raison. Famille nombreuse, TH1, il a moins de chances d'être hypersensible. Pourquoi? Parce que quand on est issu de familles nombreuses, généralement, surtout la génération de nos parents, ils vivaient dans des grandes maisons. Alors le nouveau-né, c'est toujours, bien sûr, il est le bienvenu, surtout si c'est un garçon. Bon. Et voilà que le grand-père va l'embrasser. Et bien sûr, le grand-père, il est en train de vivre avec tout le monde dans la Douar, dans le petit village, et il va l'embrasser. La grand-mère, idem, la tante, et ainsi de suite. Et en l'embrassant, et parfois, bien sûr, il ne faut pas attention, il l'embrasse directement dans la bouche, ils sont en train de le vacciner. Ils sont en train de lui introduire des germes. La mère, parfois, elle sait que quand tout le monde passe, il aura quelques fièvres, une petite fièvre le soir, où il aura des... Elle est gênée, mais elle laisse faire, elle ne va pas parler à son beau-père. Donc, et ainsi de suite. Et surtout, quand ses frères et sœurs vont aller à l'école, en sortant, chaque frère, chaque sœur va ramener un lot d'antigènes. En l'embrassant, en le touchant, en jouant avec ce bébé, elle va systématiquement, ils vont lui inclure, introduire des germes, mais à petite dose. Son système immunitaire a déjà connu l'extérieur sans que le bébé ait quitté la maison. L'inverse, only child, fils unique, plus de TH2, isolé du monde, femme de médecin ou médecin elle-même, il ne faut pas qu'elle tombe malade. Donc systématiquement, la première petite fièvre, c'est les antibiotiques, et je connais le pédiatre, je connais le directeur de l'hôpital. De toute façon, le bébé est pris en charge de manière extraordinaire. Sauf qu'il est sur le plan immunologique blanc. Et le deuxième, avant de les envoyer à l'école, ou bien donc on est issu de familles nombreuses, ou bien bien sûr on vit au moins dans un mode de vie rural. Être en harmonie avec la nature, l'inverse, urban lifestyle, c'est-à-dire les appartements, les maisons, tout est clean, tout est stérile. Maintenant, bien sûr, même nos villas ressemblent à de grands appartements parce que finalement, on va construire le petit mètre qui reste. Il n'y a pas de jardin, il n'y a pas d'arbres, il faut mettre le plus de chambres et de comment dirais-je, et surtout, la théorie de sterile and clean environment. Nos mères nous disaient quand le pain tombait par terre, de l'embrasser et le manger. Maintenant, il faut tout nettoyer. Surtout acheter des tonnes parce que ça tue 99,99% de germes. Et quand vous tuez 99,99%, qu'est-ce que le système immunitaire va-t-il faire? Donc vous êtes en train de vous substituer à ce système immunitaire. En faisant le résumé, fils unique, prise en charge, vit dans une ville, et bien sûr, tout est propre. De l'autre côté, une armada de frères et sœurs et de grands-parents, ou bien sûr, parfois les crèches, ça peut remplacer, farming, donc la vie rurale, et surtout les infections précoces. Oui, les infections précoces sont tolérées et même souhaitées, à condition bien sûr que ça reste dans un cadre. Il faut que le système immunitaire, et surtout les infections LPS, les bactéries gram négatives qui nous habitent le plus, et certaines infections parasitaires, il faut que notre système et l'appareil digestif s'enrichissent de ces germes-là pour que, arrivé à 6 ans, bon, pour ceux qui sont riches, peut-être vont envoyer leurs enfants à 5 ans, mais bon, arrivé à l'école,
Cet enfant va peut-être pleurer parce qu'il va rencontrer 40 élèves différents, mais son système immunitaire sera heureux parce qu'il a connu déjà tous les antigènes et les germes. L'inverse, cet enfant, peut-être qu'il sera dans une école privée, mais néanmoins, son système immunitaire va pleurer parce qu'il sera choqué. Et c'est quoi l'hypersensibilité? Les gens hypersensibles, c'est des gens dont le système immunitaire est parfait, ou presque, et qui réagit contre tout et n'importe quoi. C'est tout. Ça veut dire quoi? Il réagit contre les virus et les parasites, certes, mais il réagit contre le pollen, contre les feuilles des arbres, contre les fleurs, et ça vous donne le printemps, comme maintenant, des gens qui ont une face complètement rouge parce que leur système est en panique. Donc c'est un système qui confond entre corps étranger et corps infectieux. Tout ce qui est étranger n'est pas infectieux. Ça, ces gens-là l'ont reconnu. Et tout ce qui est étranger confondu avec infectieux, ça, ces gens-là le mélangent. Et quand j'étais en Allemagne, il y avait une étude qui a été faite sur des élèves d'une école primaire et on a essayé de voir le taux, les allergies mineures et majeures. On avait remarqué sur une vingtaine d'élèves que pratiquement tous les élèves avaient une allergie connue ou non, sauf un élève qui n'avait aucune allergie. En se rendant chez les parents de ces élèves, ils ont remarqué que tous, ils avaient une vie plus ou moins aisée, c'est-à-dire propre, nettoyée, villa, appartement propre et ainsi de suite. Sauf celui qui n'avait aucune allergie, c'était un fils de fermier, et quand il est en mode de visite, il était en train de nager avec les grenouilles. Voilà, ça, c'était un enfant normal, un enfant qui vit en harmonie avec la nature, et c'est pour ça qu'il avait moins d'allergies, et donc systématiquement, il va mener une vie plus saine, ne serait-ce que sur le plan allergique. Alors, je vous ai donc parlé tout à l'heure du système immunitaire inné, qui a deux caractéristiques. C'est réagir rapidement et de manière non spécifique, dont l'action majeure c'est la phagocytose, et la réponse immunitaire spécifique ou adaptative, qui est lente, plus lente, mais qui réagit spécifiquement et qui a un élément, la mémoire. Voici ce qui se passe quand on a un germe qui rentre, que ce soit un germe ou bien sûr quand on se fait vacciner. Donc la réponse immunitaire intervient. S'il y a échec de la réponse immunitaire innée, parfois certains agents sont plus virulents, il y a systématiquement maladie. Et parfois, il y a donc une défense qui s'organise, et même après cette défense, les éléments de la réponse immunitaire innée, et gardez ce chiffre-là. Cependant, ont le devoir et l'obligation, ces éléments qui ont fait leur travail, intervention rapide, immédiate, doivent systématiquement, obligatoirement, informer les éléments de la réponse immunitaire spécifique. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, les deux éléments sont étroitement impliqués. Ça veut dire quoi? Ils capturent et ils informent. Informer quoi? Les éléments de la réponse immunitaire spécifique. Quand ces éléments interviennent, malgré que c'est un peu long, il y a recovery, c'est-à-dire il y a rétablissement. Si demain, une semaine, après un mois, après un an, le même agent revient, reinfection, il y aura généralement une meilleure réponse grâce à la mémoire. Donc la mémoire est un élément fondamental qui nous permet de réagir à temps, quand on a été une fois ou deux fois en contact avec un agent infectieux. Donc gardez ce chiffre 3 dans votre tête, parce que nous allons bien sûr le trouver et le rencontrer tout le long de ce cycle de formation. Alors voici les éléments qui nous permettent d'être en protection continue, quel que soit notre état d'activité. Nous avons une barrière dite biochimique et nous avons une barrière dite chimique et physique. La barrière biochimique, elle est composée particulièrement par des enzymes. Nous avons
les lysozymes qui se trouvent dans les yeux, dans les sécrétions nasales et dans la salive. Ces enzymes dégradent les protéines, donc que ce soit parfois des insectes, des éléments qui se posent dans notre œil ou qui essaient de rentrer par le nez ou la bouche, et ils arrivent à éliminer cet élément avant qu'il ne passe dans l'organisme. Les glandes sébacées et bien sûr les bactéries commensales. Notre organisme est composé d'environ 10 puissance 13 cellules. Et nous avons ici, dans l'appareil digestif, 10 puissance 14 bactéries. Nous avons plus de bactéries que nous sommes composés de cellules. Et c'est des bactéries qui sont dites commensales, habitent tout le long de notre vie dans l'organisme. Et qu'est-ce qu'elles font ces bactéries? En partie, tuer tous les germes que nous avalons en cas de manger un sandwich qui n'est pas propre et éliminer ces agents pour que ces bactéries restent là. Donc, c'est les bactéries commensales nous rendent un très grand service en éliminant des bactéries ou des agents qui s'introduisent quotidiennement dans notre organisme. Il y a bien sûr les spermines dans le sperme de l'homme, et l'une des plus grandes barrières physiques que nous avons tous, c'est la peau. L'intégrité de la peau est un élément fondamental dans la réponse immunitaire innée. L'acidité de l'estomac, bien sûr, un pH très bas, permet ainsi aux germes d'être éliminés, et bien sûr, le mucus et les cils qui se trouvent au niveau de la trachée. Vous êtes médecin, je ne vous dirai pas plus sur les mucolytiques et les antitussifs. Les gens qui se présentent chez le pharmacien parce qu'il a une toux, il lui demande « donnez-moi quelque chose qui arrête la toux ». Si c'est une toux grasse, il serait grave de l'arrêter, parce que si vous l'arrêtez, vous allez systématiquement empêcher le mucus de sortir, et le mucus est un élément qui emprisonne les virus. Si le mucus sort, naturellement, quand on tousse, c'est pour évacuer ces germes-là. Si vous prenez un antitussif, c'est vrai que vous n'avez pas tout, mais aussi les germes emprisonnés vont passer dans les poumons. Donc systématiquement, le mucus fait partie des barrières qu'il faut bien sûr particulièrement préserver. Oui. Absolument. Oui, c'est ce qu'on appelle l'immunité mucosale, qu'il faut préserver le mucus là où il se trouve. Alors, je ne vais pas trop détailler ce qui est écrit, parce que, je ne sais pas, la dernière fois avec M. Brelé, on a publié tous ces documents en ortho. Je ne sais pas si ça va se faire cette fois-ci, peut-être. Sinon, je vous donnerai ça en polycope, parce que ça va m'éviter de relire ce que, sinon, on ne pourra pas facilement terminer à temps. Mais ce que je voulais insister sur ce paragraphe, plusieurs bactéries ne survivent pas sur la surface de la peau à cause de l'effet inhibiteur de l'acide lactique et les acides gras présents dans la sueur, ainsi que les sécrétions des glandes sébacées et le bas pH. La peau, premièrement, c'est un organe vivant. Et la peau a un pH bas, naturel. Alors, toutes ces publicités qui parlent, bien sûr, aux demoiselles et aux dames, pH neutre, plus vous neutralisez le pH de la peau, plus vous allez lui enlever ses caractéristiques protectrices. La peau doit être naturelle, la peau, son pH est bas, et la peau, surtout, elle respire. Trop de crème, systématiquement, vont affecter, donc, absolument. Alors, voilà la peau. 3 éléments majeurs. 1, la barrière physique. 2, la peau. Il y a des protéines au niveau de la peau, quand la peau est saine. C'est des protéines qu'on les appelle aussi antibiotiques, peptides antibiotiques. On sait très bien que les antibiotiques sont produits par les champignons. Bon, on peut produire maintenant aussi artificiellement. Mais cette peau ici, notre peau, quand elle est saine, elle produit des peptides qui ont l'effet antibiotique, comme nous prenons des antibiotiques aussi, donc chez le pharmacien. Et il y a aussi des lymphocytes au niveau de la peau qui n'ont rien à voir avec les lymphocytes T, qui n'ont rien à voir avec les lymphocytes B. C'est des lymphocytes qu'on appelle intraépithéliaux qui tuent les germes quand ils se déposent sur la peau. Donc la peau
est un organe qui réagit instantanément avec tous les éléments étrangers qu'il faut systématiquement préserver. Alors voici, donc on commence à rentrer dans le système immunitaire, et voilà les deux composantes dont j'ai parlé tout à l'heure. L'immunité non spécifique. On a dit qu'elle est d'action immédiate et surtout phagocytose. Et bien sûr, l'immunité spécifique représentée particulièrement par la lenteur de la réaction, par la réaction spécifique et bien sûr par la mémoire. Remarquez l'échelle de temps. L'immunité non spécifique, c'est en heure. L'immunité spécifique, c'est en jour. L'immunité non spécifique est composée des éléments suivants. La peau et tout ce qu'elle contient. La phagocytose, on a dit que ces éléments phagocytent, marqués particulièrement par les neutrophiles et les monocytes macrophages. C'est des éléments qui capturent et qui dégradent, et bien sûr, pour le troisième travail, qui présente particulièrement pour les phagocytes. Le complément, c'est une protéine qui se trouve dans le plasma et qui font un travail extraordinaire, surtout pour tout ce qui est infection au niveau du sang. Et enfin, les NK cells, natural killer, les cellules tueuses. Et les cellules tueuses font partie de la pyramide lymphocytaire. Nous avons donc trois types de lymphocytes. Les lymphocytes B, qui produisent les anticorps, qui font partie de la réponse immunitaire spécifique. Les lymphocytes T, qui réagissent, que ce soit T8 et T4. Et les NK cells, c'est des lymphocytes, mais qui appartiennent à la réponse immunitaire innée, et non pas spécifique. Donc, voici la réponse immunitaire innée, barrière, phagocyte, NK cells complément. La réponse immunitaire spécifique est composée de deux éléments. Les cellules B qui réagissent avec les germes extracellulaires pour produire des anticorps, et les lymphocytes T qui, bien sûr, nous avons les T8 et les T4, les T8 et les T4, pardon, réagissent, comme dans ce cas-là, les T4 avec les cellules qu'elles présentent pour, bien sûr, réveiller leur système immunitaire. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, le chiffre 3. Un monocyte ou un macrophage qui a capturé va se déplacer jusqu'à la cellule T4 pour lui présenter. Je vous ai parlé du chiffre 3. Capturer, informer. Capturer, il l'a fait, et il va informer. Informer, c'est-à-dire présenter un bout de cet antigène ici, et il va réveiller la réponse immunitaire spécifique à travers les cellules T4. Donc, le rôle est clair, nous allons bien sûr aller tout doucement dans chaque partie. Voici les classes de lymphocytes dont je parlais tout à l'heure. Les lymphocytes B, qui réagissent avec les microbes extracellulaires, toujours extracellulaires, pour produire des anticorps. Et ces anticorps ont une mission très importante, neutraliser les microbes, aider les cellules à mieux phagocyter et bien sûr activer le complément. Vous voyez les réactions? Ça c'est une réaction de la réponse immunitaire spécifique, cellule B, mais qui va permettre aux éléments de la réponse immunitaire non spécifique d'être plus actifs. Donc les anticorps neutralisent les microbes, aident les monocytes et les macrophages à mieux capturer et bien sûr activent le complément. Ça, c'est les cellules B sont les seules cellules à produire des anticorps dans l'organisme. Les cellules T, deux types. Les cellules T helper, en français on les appelle auxiliaires. En anglais, helper, et je préfère mieux helper qu'auxiliaire. Et les T8, qu'on appelle les cellules cytolytiques ou cytotoxiques. Helper, qu'est-ce qu'elles font? Ça, c'est une cellule T helper, TH, et ça, c'est un macrophage ou un monocyte qui a capturé. Il a capturé et il va présenter. C'est pour ça qu'on appelle ce genre de cellules APC en anglais, Antigen Presenting Cells, ou cellules
présentatrice d'antigènes. CPA. APC ou CPA. Non. Alors, cette cellule a capturé, son travail ne se limite pas à ça, il faut qu'elle présente. À qui? À la cellule T helper. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi on l'appelle helper? Parce que finalement, cette cellule ne va jamais agir corps à corps. Elle a eu l'information que c'est un corps étranger dangereux, elle va produire des cytokines. Et les cytokines, c'est des protéines, c'est des peptides, qui vont circuler dans le sang. Pourquoi? Pour réveiller le système immunitaire, activer les macrophages, recruter les cellules de l'inflammation, neutrophiles, et bien sûr activer les cellules B et les cellules T. C'est pour ça que certains virus sont plus dangereux que d'autres. Par exemple, le virus du AIDS, SIDA, s'attaque à ce genre. Non pas aux cellules T, il s'attaque aux cellules T4, T helper. Et quand il détruit les cellules T helper, le macrophage capture, essaye de présenter, il n'y a pas de correspondant. Aucune cellule ne peut répondre. S'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de cytokine. S'il n'y a pas de cytokine, il n'y a pas de réaction immunitaire. C'est un peu comme tuer les sentinelles d'une caserne. Hein, vous avez vu dans ces films, on s'attaque à ces surveillants, à ceux qui surveillent la caserne, on les tue, et après on peut rentrer. Une fois la barrière de l'alarme est dépassée, ça y est. Et c'est ça le côté dangereux d'éliminer les cellules T4. Donc T4 reçoivent le message